bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture, comme je vous l'ai dit dans la précédente. Je rattrape tranquillement mon retard accumulé en la matière. Normalement après celle-ci, j'aurai terminé les lectures de fin janvier, début février. Je vous ferai un gros bilan du février tapal pour toutes mes lectures de février. Et en mars, on repart sur de bonnes bases, c'est formidable. C'est le programme en tout cas, on verra comment ça va se goupiller le mois prochain, mais j'ai bon espoir. Bref, comme je vous l'ai dit encore une fois dans la vidéo précédente, je vais vous présenter 6 lectures aujourd'hui pour potentialiser un petit peu l'efficacité de cette vidéo, n'est-ce pas? Ça va peut-être être un petit peu plus rapide que d'habitude, mais comme ça, je vous aurais parlé de ces lectures de janvier qui étaient plutôt très cool ma foi dans l'ensemble. Si vous vous posez la question, mes lunettes sont en cours de réparation, donc j'ai remis les anciennes parce que sinon je ne vois strictement rien. C'est un petit retour à l'esthétique des anciennes vidéos, mais bref. Toujours est-il que, comme je disais, j'ai 6 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par la déception de ces dernières lectures, comme ça ce sera fait, on pourra passer à la suite. Je vous en ai déjà parlé dans mon wrap-up de janvier puisque c'était un petit peu la déception du mois également, le petit flop de ce début d'année, le tome 4 de Sharakai de Bradley P. Beaulieu, Sous l'ombre des Adishara ou quelque chose comme ça, que j'ai écouté en livre audio des mois, voire probablement quasiment un an après ma lecture, mon écoute des tomes précédents. Comme je vous l'avais dit, j'avais acheté l'intégrale en livre audio au moment où il y avait une offre sur Audible et j'avais enchaîné assez rapidement les 3 premiers tomes et je n'arrivais absolument pas à me motiver à sortir ce 4e volume alors que c'était un livre audio, alors que je savais que ça allait pas me prendre énormément de temps parce que de toute façon je l'écoute dans la voiture à des moments où sinon je ne fais pas grand chose d'autre, donc mais j'avais toujours mieux à faire que d'écouter ce livre audio, manifestement. Je me suis motivée en ce début d'année parce que, comme je vous l'ai dit et répété, j'ai l'objectif de continuer mes sagas en 2024, ou en tout cas de voir ce que j'en fais, donc je voulais en avoir le cœur net quant à Sharakai, et force est de constater que ça ne l'a pas fait et que je ne continuerai pas la série, tout simplement. J'étais assez contente initialement de retrouver l'univers parce que c'est un univers de fantasy orientale que je trouve très intéressant, avec une mythologie extrêmement riche, avec des intrigues politiques et des magouilles que je trouvais assez cool, en tout cas dans les premiers tomes, et c'est ce qui m'a fait aussi poursuivre dans la série. Je me souvenais pas que le style était aussi factuel, aussi froid, descriptif et en surface. J'avoue que ça m'a un petit peu perturbée, d'autant que je lisais des livres qui étaient pas du tout dans ce style narratif là, donc c'était aussi un petit peu étrange, mais voilà, j'étais contente initialement de retrouver les personnages et de voir un petit peu où ça allait. Je me souvenais étrangement bien des précédents volumes, en plus il y a un petit résumé au début du tome, ce que j'ai trouvé vraiment très cool, et s'il vous plaît faites davantage ça dans les sagas de fantasy parce que sinon je suis absolument perdue, mais bref. Donc initialement je partais sur un a priori relativement positif, même si je savais bien que vu le temps que j'avais pris pour sortir ce tome là, il y avait probablement un petit peu anguille sous roche, et ça s'est confirmé au fur et à mesure parce que j'ai trouvé cette lecture extrêmement longue. Je crois que le livre audio en lui-même fait une 20aine d'heures, quelque chose comme ça. Je l'ai écouté très honnêtement en vitesse x3, ce que je ne fais quasiment jamais pour les livres audio. Je l'ai fait une fois parce que j'étais très en retard sur un Explora livre VO, mais sinon je suis plutôt autour de 2 voire 2,5 maximum en fonction de la vitesse de lecture du narrateur ou de la narratrice et de mon engouement pour la série. Des fois j'accélère parce que j'ai envie de savoir extrêmement vite ce qui va se passer parce que je suis à fond dedans, et des fois j'accélère parce que je m'ennuie, et c'était plutôt le cas ici, et vraiment même en vitesse x3 voire même un peu plus, je sais plus exactement. C'était très long et c'était très chiant, et ça fait 3 tomes qu'on introduit de plus en plus de personnages, de plus en plus d'arcs narratifs et de fils dans ces livres, et là on en est à un point où l'histoire n'avance pas parce que dès qu'on a quelque chose d'un petit peu épique ou un petit retournement de situation, on va sur un autre personnage, sur un autre fil narratif, donc le soufflet redescend, et le temps qu'on retrouve le personnage où c'était en train de bouger, et bah l'intérêt est complètement retombé, en tout cas à mon sens. Du coup j'ai trouvé ça très long globalement, j'ai eu peu d'intérêt pour les intrigues qui se nouaient, qui se dénouaient, pour l'avancée de tout ça, pour l'évolution des personnages, de leurs relations, des politiques, alors que vraiment pour le coup je trouve que les intrigues politiques de cette série sont intéressantes de base. Là je trouvais ça beaucoup trop lent et beaucoup trop mou pour réussir vraiment à m'impliquer dedans, donc c'est très dommage, d'autant que encore une fois il y a beaucoup de choses que j'aime dans cette série. Il y a un petit peu de représentation de relations FF que je trouve toujours très cool parce qu'il n'y en a pas assez en fantasy, même si j'ai
trouvé quand même dans ce tome-là que les dynamiques, notamment de relations entre les personnages féminins, étaient souvent les mêmes pour des personnages féminins très différents, avec des histoires très différentes, avec des passés très différents. Elles arrivaient toujours plus ou moins dans les mêmes dynamiques avec d'autres persos féminins, ce que je trouve un petit peu dommage parce que c'est un petit peu répétitif. Et d'autre part, j'ai trouvé que ce tome-ci était beaucoup plus brouillon que les précédents, avec notamment pas mal d'infodump et du coup des choses que j'ai eu beaucoup de mal à retenir en termes de mythologie et de système de magie, de choses comme ça. Je trouvais que c'était mieux amené, en tout cas dans mon souvenir, dans les tomes précédents, et j'avais des visions beaucoup plus claires de certaines choses, alors que là tout était un petit peu balancé à suivre, et du coup il y a plein de choses que j'ai absolument pas retenues parce que c'était pas amené avec un contexte qui permettait de bien les appréhender. Donc voilà, dans l'ensemble je suis déçue de ce 4e tome, j'en attendais autre chose je pense, mais d'un autre côté c'est le résultat un petit peu prévisible de ce qui s'est passé dans les tomes précédents et de l'accumulation encore une fois de plein de points de vue et de la façon dont le rythme est géré qui fait que ça ne l'a pas fait avec moi. Comme je vous l'ai dit, je ne continuerai pas cette saga parce que je pense que je suis arrivée largement là où ça m'intéressait encore. C'est plus ou moins la fin d'un arc narratif, donc c'est le bon moment pour m'arrêter et je n'ai rien qui me donne particulièrement envie de poursuivre de toute façon. Donc tant pis, je suis contente dans tous les cas d'avoir découvert Sharakai. Il y a plein de choses que j'ai appréciées encore une fois dans les premiers tomes et dans l'ensemble je pense que c'est une saga de fantasy orientale qui a plein de qualités, juste qui s'essouffle peut-être un petit peu au fur et à mesure, ou en tout cas qui s'est beaucoup dispersé en termes d'arc narratif encore une fois. C'est quelque chose que j'adore habituellement, j'aime vraiment beaucoup quand il y a plein de personnages et que tout va se rassembler, mais là c'est un petit peu trop long à mon sens malheureusement. Et après ce début plus que mitigé, on va passer au reste des réjouissances et avec des lectures bien plus réjouissantes d'ailleurs. La première n'étant autre que La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui ont été extrêmement gentils de bien vouloir me l'envoyer en service presse. Je l'ai reçu fin décembre, début janvier il me semble, et j'ai attendu fin janvier pour le lire. Je vous en parle fin février et j'en suis désolée, mais comme il sortait le 31 janvier, je ne voulais pas le lire trop tôt et comme j'ai pris du retard dans mes dernières lecture, je ne vous en parle que maintenant alors que c'est bien dommage parce que c'était une excellente lecture. On se l'est vu en lecture commune avec Lucie qui l'avait également reçu en service presse et c'était extrêmement cool. On est sur une réécriture de Baba Yaga où on va suivre un frère et une sœur qui se retrouvent après quelques années loin l'un de l'autre à l'occasion de l'héritage d'une arrière-grande-tante quelconque d'une arrière-grande-tante russe quelconque, puisque ils sont d'origine russe, en tout cas leurs parents le sont, et ils vont se retrouver avec sur les bras une maison aux pattes de poulet un petit peu étrange, vous vous en doutez bien, qui va soulever un certain nombre de questions, d'autant plus que des événements de plus en plus bizarres et pas toujours très cool vont commencer à arriver autour d'eux. J'ai absolument adoré l'écriture de Jenna Rose Nethercott, je l'ai noté dès l'incipit, dès les premières phrases, elle est extrêmement enveloppante, ça met directement dans l'ambiance. C'est une écriture un petit peu particulière avec une espèce de décalage un petit peu humoristique et à la fois réaliste, mais avec une profondeur. C'est très difficile à décrire, mais c'est typiquement le type d'écriture que j'affectionne particulièrement et ça a extrêmement bien fonctionné avec moi dans ce récit et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien avec ce côté réécriture de contes russes un petit peu étrange, parfois un petit peu glauque, parfois merveilleux, enfin voilà, ce décalage encore une fois dans le récit également, et c'est très bien servi par cette plume qui en plus interpelle le lecteur et l'agrippe directement dans l'histoire finalement. Le début était assez surprenant honnêtement, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais en la matière, mais c'est une approche presque scientifique de certaines choses et avec vraiment des descriptions qui pourraient être complètement barbantes et qui ne le sont pas du tout parce que, encore une fois, le ton est en décalage et fonctionne extrêmement bien pour garder cet équilibre. Et vraiment, c'est un début de roman que j'ai adoré et ça s'est confirmé dans la suite pour dire que c'était une excellente lecture. On va suivre donc ces deux personnages qui sont attachants à leur manière, même si dans des genres très différents, et notamment le personnage masculin dans une certaine mesure et parfois de façon un petit peu insupportable. Mais ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'on comprenait comment ils en étaient arrivés là et pourquoi ils réagissaient de telle ou telle façon et pourquoi ils prenaient telle ou telle décision. C'est d'ailleurs pas les seuls personnages qu'on va suivre dans ce récit et à mon plus grand plaisir puisqu'on a droit au point de vue de la maison
que j'ai trouvé absolument formidable et qui va ponctuer les récits et apporter un petit peu sa petite touche et son éclairage finalement sur un certain nombre de choses, et c'était absolument génial. C'est, je pense, un des points de vue que j'ai préféré dans l'histoire. On va avoir un antagoniste qui est très mystérieux et très longtemps très mystérieux d'ailleurs, mais que j'ai trouvé absolument passionnant dans la façon dont il est amené, dans la façon dont il évolue et pour ce qu'il représente également. C'est vraiment une des grandes forces du bouquin, et tout le mystère qui l'entoure est extrêmement bien mené, je trouve, donc ça aussi c'était très agréable. J'ai apprécié les relations entre les personnages, notamment entre ce frère et cette sœur, qui n'est pas forcément facile et à plein de moments qui peut être assez toxique voire abusive, mais qui pareil évolue de façon très intéressante, et j'ai trouvé que l'autrice la gérait extrêmement bien et que malgré tout, comme je le disais, malgré le fait qu'elle soit pas forcément équilibrée, on avait d'une certaine façon de l'affection pour les deux personnages, même si j'en ai préféré l'un à l'autre. Il y avait quand même cet affect pour les deux. Au-delà de la réécriture de contes, au-delà de l'histoire de cette famille un petit peu particulière et de ces personnages hyper cool et de cette maison très bizarre, c'est un roman qui va s'attacher à des problématiques beaucoup plus importantes et beaucoup plus difficiles, et qui le fait extrêmement bien, je trouve. On va parler de traumatisme, on va parler de traumatisme générationnel notamment, et de l'impact que ça peut avoir sur des familles et sur des générations, et sur comment en parler peut-être finalement, et comment s'en sortir dans une certaine mesure. On va aborder notamment l'histoire russe et certains de ses faits les plus affreux. Je sais pas si j'ai forcément envie de vous dire exactement de quoi il est question, parce que personnellement je n'en savais rien quand j'ai découvert cette histoire, et j'ai été très agréablement surprise, si on peut dire ça comme ça, de découvrir de quoi il était véritablement question. Donc je vais tâcher de vous garder la surprise également, mais voilà. Il y a quand même un sous-texte beaucoup plus dur et beaucoup plus impactant que ne peut le laisser présager cette couverture. Donc soyez préparés quand même à des scènes qui sont pas toujours extrêmement faciles à lire, mais qui sont à mon sens extrêmement nécessaires et importantes à se rappeler. Vous l'aurez compris, c'est une lecture que j'ai absolument adorée, que je vous recommande extrêmement chaudement si vous aimez les réécritures de mythes et légendes, notamment russes, parce qu'on n'en voit pas tant que ça, et je trouve que celle-ci est extrêmement bien réussie. Si vous aimez les textes un petit peu engagés, si vous aimez les narrations particulières et les styles d'écriture qui ne laissent pas indifférents, je remercie encore une fois Albin Michel Imaginaire de m'avoir fait parvenir ce service presse que j'ai adoré découvrir. Je vous le recommande, vous l'aurez compris, extrêmement chaudement. Ensuite, j'ai fait une lecture qui était beaucoup plus ancienne dans ma pile à lire pour le coup, puisque j'ai profité de ce début d'année pour sortir une petite relique avec Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. C'est une de mes plus vieilles reliques, puisque pour le coup je l'ai acheté il me semble aux Imaginales 2021, donc ça faisait près de 3 ans qu'il était dans ma pile à lire. Il était grand temps qu'il en sorte. J'étais un petit peu réticente honnêtement à le lire, puisque j'ai lu Les Chaînes du Silence récemment, que j'avais acheté aux mêmes Imaginales, qui ont été une lecture un petit peu en demi-teinte, parce que je pense que je n'ai pas tout saisi du sous-texte pour le coup, et d'autre part parce que Juliette de la chaîne Livre et Sortilège a lu ce tome-ci l'année dernière il me semble, et ne l'a pas particulièrement apprécié, je crois même qu'elle ne l'a pas terminé. Donc j'étais un peu précautionneuse dans ma lecture. J'aime beaucoup le style de Céline Chevet et j'étais très curieuse tout de même de découvrir ce récit historique qui va se passer au 7e siècle en Corée, et qui va s'intéresser un petit peu à la politique de la Corée et à l'impact de la religion sur celle-ci, puisqu'on va suivre une jeune fille qui vit dans un temple et qui va se retrouver mêlée à toutes les intrigues politiques quand il va être question de demander l'aval des dieux ou demander l'avis des dieux sur certaines choses au moyen de rituels, au moyen d'incantations et de choses comme ça. Elle va se rendre compte que l'avis des dieux n'est pas forcément toujours si divin que ça, et essayer de sortir son épingle du jeu dans ces affaires-là. C'était très intéressant, honnêtement, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, je l'ai terminée pour le coup, et je comprends pourquoi Juliette n'a pas forcément apprécié le personnage principal, qui est effectivement très naïve par certains aspects et en devient parfois un petit peu insupportable en ce sens-là, parce qu'elle n'a pas toujours le sens des réalités pour plein de choses, mais d'un autre côté, c'était aussi compréhensible au vu de la façon dont elle a grandi, au vu de là où elle a été élevée, très coupée du monde, très coupée de la réalité d'une manière générale, et je trouvais que son évolution était quand même intéressante au fur et à mesure, même si il y a encore du chemin à faire. J'ai réussi honnêtement à ne pas trop m'attacher au fait qu'effectivement parfois elle était
un petit peu agaçante, et dans l'ensemble ça m'a pas trop dérangé dans ma lecture. J'ai énormément apprécié retrouver la plume de Céline Chevet qui est beaucoup plus transparente ici que dans Les Chaînes du Silence où encore une fois je n'ai absolument pas tout compris clairement. Là c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus classique dans la narration et ça fonctionne très bien, et je trouve qu'elle arrive extrêmement bien à retranscrire cette ambiance un petit peu feutrée et tout le poids des traditions et cette question de la divinité et ce côté un petit peu fantastique où on sait pas trop si c'est vraiment les dieux qui s'adressent au reste du monde ou si c'est les hommes qui twistent un petit peu leur volonté, ou en tout cas ce qu'on perçoit de leur volonté. Donc ça j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait de la part de l'autrice, et dans l'ensemble le contexte historique est extrêmement cool, très bien développé. Ça m'en a appris énormément sur la Corée au 7e siècle que je ne connais absolument pas parce que d'une manière générale mes connaissances sur l'histoire asiatique sont extrêmement mauvaises, ce qui me chagrine à chaque fois. Si vous cherchez voilà, un roman qui peut peut-être vous donner quelques pistes à ce niveau-là, celui-ci est extrêmement bien fait je trouve, parce que ça nous distille plein d'informations hyper intéressantes, mais c'est pas lourd dans le récit et c'est très fluide et très bien amené. Et typiquement j'ai pas trouvé qu'il y avait particulièrement d'infodump ou de choses comme ça, alors que ça pourrait être le cas notamment dans un récit historique où c'est pas toujours facile de faire comprendre le contexte au lecteur. Là je trouvais que l'équilibre était plutôt très bien fait. Il y a des personnages que j'ai trouvé difficiles à cerner, difficiles à décrire, et pour lesquels il était difficile pour moi d'avoir une opinion tranchée finalement, ce qui est assez rare et ce qui m'a un petit peu perturbée dans ma lecture, et ce qui fait aussi que dans une certaine mesure je ne sais pas ce que je pense de l'entièreté du bouquin, parce que il y a toute une partie où on va suivre un personnage qui est extrêmement détestable et qui fait des choses absolument affreuses, mais qui dans un certain sens a parfois des côtés très touchants, et voilà, c'était difficile de savoir quoi penser de ce personnage et d'avoir une vision un petit peu globale à son niveau. Et encore une fois, je pense que c'est plutôt une réussite de la part de l'autrice, parce qu'elle en a vraiment fait quelque chose en 3 dimensions, avec des points plus positifs et des points beaucoup plus négatif. Mais ouais, je pense que ça m'a un peu perturbée dans ma lecture de pas réussir à avoir d'avis tranché dessus, même si mon avis tend largement vers le négatif tout de même, pour ce personnage là en tout cas. Et j'avoue que ça m'a un peu trituré le cerveau, et que encore une fois ça a impacté un petit peu mon avis global sur ce livre, qui n'est clairement pas un long fleuve tranquille. Les personnages ne sont absolument pas épargnés par la narration, par l'autrice, par toutes les péripéties qui vont s'enchaîner. Il y a des passages qui sont très durs encore une fois, et je ne savais absolument pas où ça allait, même très avancé dans le bouquin, je me laissais complètement porter par l'histoire, parce que c'était assez difficile de prévoir ce qui pouvait se passer ensuite, ce qui est assez étonnant au vu du fait que les personnages sont quand même assez enfermés dans leur carcan de traditions extrêmement rigides. En général, ça rend les événements un petit peu plus prévisibles que ça, parce que il y a toutes les questions d'honneur, de famille, de loyauté, de choses comme ça qui guident les personnages et qui rendent leur route un petit peu plus toute tracée dans un certain sens. C'était pas franchement le cas ici, étonnamment, malgré encore une fois. Donc c'était assez surprenant et plutôt dans le bon sens finalement, même si parfois c'était au détriment de certains personnages qui n'étaient pas forcément les plus courageux ni les plus loyaux ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de personnage parfait dans ce récit. Il n'y a pas de personnage qui va vraiment s'élever outre sa condition et dépasser ce que la société a fait de lui. Au contraire, ils sont assez calqués sur celle-ci finalement, mais tout en restant imprévisibles dans un sens. Et encore une fois, c'est un petit peu bizarre, mais ce roman m'a perturbée globalement à plus d'un titre, vous vous en rendez peut-être compte. Et je peux pas vous dire que j'ai apprécié particulièrement n'importe lequel de ces personnages, parce que il m'a un petit peu retourné le cerveau et j'arrivais pas à savoir si je les aimais ou non, mais je les trouve tout de même extrêmement réalistes en la matière, et du coup très intéressants à suivre malgré tout, avec voilà, encore une fois, avec tout ce que le poids de la société et des traditions peut engendrer typiquement, et la question de ces fameuses prophéties plus ou moins divines ou non, et de leurs conséquences qui sont assez dures dans tous les cas. Vous l'aurez compris, c'est un roman qui en tout cas ne m'a pas laissée indifférente, qui m'a questionné à plus d'un titre, notamment en ce qui concernait les personnages, qui étaient extrêmement intéressants d'un point de vue historique, d'un point de vue narratif et d'un point de vue psychologie des personnages aussi, du coup, parce qu'elle est vraiment très intéressante et très riche, je trouve. C'est le premier tome d'une duologie que j'ai bon espoir de lire cette année. J'aimerais vraiment ne pas trop laisser traîner le deuxième tome tant que ce premier volume est encore frais dans ma tête, pour avoir le fin mot de l'histoire, voir si le fait d'avoir l'entité dans son ensemble m'aide à poser un avis un petit peu plus
clair sur les personnages et leur psychologie, on verra bien. En tout cas, je suis très curieuse de voir ce que va donner le second tome, notamment du fait de tout ce qui se passe à la fin du premier. J'essaye de vous en reparler sans faute dans les mois à venir, mais en tout cas c'était une lecture très intéressante, même si un petit peu perturbante. Ensuite, on va parler d'une lecture non moins perturbante, hein. C'est un petit peu le thème de ces dernières lectures finalement. Sweet Harmony de Claire North aux éditions Le Bélial, 1 heure lumière, qui m'a encore une fois été extrêmement gentiment envoyé par la maison d'édition en service presse. J'étais très curieuse de découvrir le nouveau récit de l'autrice que j'ai absolument adoré dans Pénélope Renditak. Je sais qu'elle a écrit une trilogie chez Le Bélial, 1 heure lumière, que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir, mais qui ne saurait tarder parce que elle m'intrigue énormément et j'en ai vu d'excellents retours. Et du coup j'étais très curieuse de la découvrir sous ce format-là et de découvrir la collection 1 heure lumière aussi, puisque je n'avais encore jamais rien lu en la matière. C'est pas faute d'en avoir envie parce qu'il y a énormément de titres qui me tentent dans cette collection, mais je n'avais encore jamais sauté le pas, donc c'était l'occasion avec ce titre encore une fois. On va être ici dans un récit de science-fiction presque dystopique, j'ai envie de vous dire, dans un certain sens. On va suivre le personnage d'Harmony que l'on rencontre au début du récit alors qu'elle a un bouton qui lui pousse sur le visage, ce qui est pour nous une expérience relativement quotidienne et pas forcément si impactante que ça, même si dans les sensations qu'elle décrit et dans tout ce qui se passe pour elle, on rentre en empathie très rapidement parce que c'est des expériences qui parlent, je pense, à tout un chacun. Mais là où le twist de science-fiction intervient, c'est qu'on se rend bien compte que pour elle, ça n'a absolument pas le même impact que pour nous. Ce bouton représente beaucoup plus que juste une excroissance disgracieuse. C'est un échec à plus d'un titre puisqu'on est dans une société où l'apparence est contrôlée par des nanos qui sont des espèces de mini-robots très fréquents dans un certain nombre de récits de science-fiction qui aide souvent à ne pas tomber malade, à reconstruire des plaies, des fractures, des choses comme ça très rapidement à l'intérieur du corps, et qui dans cette histoire donc vont avoir également un rôle esthétique, et notamment avec plein d'extensions, plein de rajouts que l'on peut faire avec sa mutuelle pour avoir une peau éclatante, pour avoir des dents blanches, pour avoir moins de cellulite ou que sais-je. Donc c'est une société où vraiment l'apparence est extrêmement contrôlée et où il n'est pas si difficile finalement d'avoir un corps parfait, puisqu'il suffit d'avoir les bons nanos et la bonne combinaison et suffisamment d'argent par contre pour se permettre cela. Et c'est là où on va commencer à comprendre un petit peu le nœud du problème et de ce que ça impacte dans la vie du personnage d'Harmony, puisque si la beauté, si l'apparence parfaite est si facilement atteignable dans cette société, vous comprenez bien que le fait de ne pas rentrer dans ces normes et dans ces injonctions qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement envahissantes va avoir comme conséquence par la suite. Ça va parler du coup d'apparence, de relation à son corps et de tout ce que ça peut impliquer de positif et de négatif, mais également de relations abusives avec un certain nombre de trigger warnings. Si c'est des choses qui vous touchent, comme d'habitude, faites attention à vous. C'est assez glaçant à plein de moments et assez révoltant à d'autres. Il y a notamment des passages qui moi m'ont absolument ulcéré de gaspillage alimentaire avec des gens qui profitent d'avoir ces nanos qui ne leur font pas prendre un gramme, de se goinfrer et vraiment dans des quantités absolument affligeantes pour évacuer tout 2 heures après en allant aux toilettes sans avoir aucun besoin des nutriments apportés par ces quantités aberrantes de nourriture. Ça m'a un petit peu fait penser, si vous vous souvenez, à la scène dans Hunger Games où les gens du Capitole mangent dans des quantités exubérantes et se font vomir juste après pour continuer à manger. On est un petit peu sur la même dynamique qui personnellement me hérisse le poil, qui est aussi très symptomatique de ce type de société et de ce que cherche à dénoncer l'autrice, je pense. En tout cas à ce niveau-là c'était très intéressant. On va parler également de ce que ça implique aussi en termes de maladies et d'hôpitaux et des traitements qui vont être proposés aux gens du coup dans ce cadre-là. Pareil, je trouve que c'était plutôt très bien fait et intéressant. On va parler aussi de maladies mentales telles que la dépression, l'addiction et tous les mécanismes addictogènes de manière générale qui étaient pareil très bien retranscrits à mon sens, et de la pression sociale et de son impact sur ces mécanismes. Encore une fois, plein d'aspects que j'ai trouvé extrêmement bien développés, extrêmement bien abordés par l'autrice, et globalement c'était une lecture très intéressante à ce niveau-là, avec une narration qui monte un petit peu en puissance, je trouve, avec cette pression et ce personnage qui se démène un petit peu entre plein de choses contradictoires et qui était plutôt bien géré à mon sens. J'ai regretté un petit passage que j'ai trouvé ni nécessaire ni juste, où en fait on va aborder toutes les possibilités qui existent maintenant avec les nanos, dont celle d'avoir un régime végétalien sans manquer de protéines.
ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle et ce qui m'a un petit peu saoulée dans ma lecture, très honnêtement, parce que c'est un préjugé un petit peu facile et que, vu toutes les recherches qu'a fait l'autrice en matière de santé, en matière, comme je disais, de santé mentale et de toutes ces choses-là, c'était un petit peu dommage de ne pas avoir fait de recherche à ce niveau-là, mais bref. Pour le reste, c'était une lecture vraiment très très intéressante qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup apprécié retrouver la plume de l'autrice que j'aime beaucoup. Je lirai ses prochaines parutions avec grand plaisir. De toute façon, il y a le deuxième tome de Pénélope Renditak qui ne saurait tarder à sortir et que j'ai très très hâte de lire. Et puis je vais me pencher sur ce qu'elle a écrit d'autre dans cette collection Une heure lumière et sur les autres livres de cette collection parce que je pense que s'ils sont tous aussi intéressants et aussi impactants que celui-ci, ça promet de très très bons moments de lecture. Je vous recommande dans tous les cas cette lecture si voilà, c'est des thématiques qui vous intéresse. Ça se lit très très vite, honnêtement, ça fait un petit peu plus de 150 pages, mais c'est hyper intéressant en termes voilà, de société et de vision de celle-ci et voilà, sur la question de l'apparence et des dérives qui sont très réalistes finalement dans la façon dont elles interviennent et dans leur évolution. Et c'est pas une science-fiction aberrante du tout, ce qui fait probablement plus peur qu'autre chose, mais bref, en tout cas c'était très intéressant et je ne peux que vous le recommander si ce sont des sujets qui vous intéressent. Une autre lecture avec des personnages un petit peu difficile à cerner et un petit peu difficile à apprécier aussi. Encore une fois, c'est un des sous-thèmes de ces dernières lectures, Yellowface de R.F. Kuang, que j'ai ici aux éditions The Borough Press, que j'ai écouté en livre audio comme énormément de livres en VO que je lis actuellement. Je l'avais acheté en hardback fin 2023 sous les excellents conseils de Juliette de la chaîne Livre et Sortilège encore une fois. Lucie l'avait lu également et m'avait donné très envie de le découvrir, de même que Kim du compte Instagram Everbooky. Donc j'avais très envie de me lancer dans cette lecture, mais j'étais un petit peu réticente à l'idée de lire R.F. Kuang en anglais parce que, alors je sais que celui-là est beaucoup plus accessible que ses autres textes, mais j'avais un petit peu peur, donc je me suis dit que l'audio passerait peut-être mieux et effectivement, je l'ai trouvé extrêmement accessible en audio, extrêmement bien lu et avec une dimension que j'ai trouvé très chouette. Il est pas très long en papier, il fait un petit peu plus de 300 pages, donc l'audio n'était pas très long non plus et ça s'est lu très vite et ça s'est lu très bien et j'étais vraiment très impliquée, j'avais envie de savoir et je l'ai vraiment beaucoup écouté pour avoir une résolution et avancer dans l'histoire le plus vite possible parce que j'étais un petit peu à fond dedans. Pour l'histoire, rapidement, on va suivre le personnage de June qui est amie avec Athena. Elles sont toutes les deux autrices, mais Athena a beaucoup plus de succès que June et on comprend vite que leur amitié est pas si positive que ça et qu'il y a beaucoup de ressentiment et d'envie en tout cas du côté de June parce que c'est son point de vue que l'on suit. Au début de l'histoire, Athena va décéder dans des circonstances qui sont ce qu'elles sont et que je vous laisserai découvrir parce que j'étais très contente de ne pas du tout savoir ce qui allait se passer et j'ai apprécié la surprise, donc je préfère vous la conserver encore une fois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que June était présente à ce moment-là et que Athena venait juste de lui montrer le livre sur lequel elle travaillait, qu'elle venait de terminer et pour lequel absolument personne n'était au courant du pitch ou de son existence. Elle décide de récupérer ce premier jet, de le retravailler et de le publier à son nom, ce qui va avoir, vous vous en doutez bien, un certain nombre de conséquences sur sa carrière notamment et sur sa vie en général. Et c'est ce qu'on va suivre dans ce récit. C'était hyper intéressant à plein de niveaux, déjà parce que la protagoniste est extrêmement antipathique dès le départ sur voilà, ses réflexions concernant sa relation avec Athena et tout ce qui l'entoure et sur sa relation avec les autres d'une manière générale. Elle n'a pas grand chose de bien gentil à dire sur ses contemporains et ses pairs et sur sa vision du monde globalement, d'autant qu'il y a plein de réflexions qu'elle a qui sont assez incroyable en termes de racisme ordinaire, de grossophobie ordinaire, de discrimination ordinaire de tous les types que vous voulez. Donc c'est vraiment pas un personnage sympathique, mais son point de vue et sa narration avaient un côté étrangement envoûtant, fascinant, très étrange et d'une façon peut-être un petit peu malsaine finalement, mais qui fonctionnait extrêmement bien et qui donnait envie malgré tout de continuer à la suivre et de voir comment elle allait se sortir de tout ce qui va lui arriver à la suite de la publication de ce livre et de voir comment elle va évoluer et en lui souhaitant parfois des bonnes choses, même si c'est encore une fois un personnage pas hyper sympathique. Il y a vraiment une ambivalence qui est très bien faite, je trouve, à ce niveau-là. C'est très intéressant d'un point de vue éditorial parce qu'on va suivre tout le processus de publication et d'édition d'un livre avec tout ce que ça peut impliquer pour l'auteur, pour l'équipe marketing, etc. Ça montre également aussi à quel point Internet et notamment Twitter, dans le cas de ce livre, peut être toxique pour le milieu de l'édition, pour les personnages un petit peu publics finalement, et de
l'espèce aussi de relation ambivalente, encore une fois, qu'entretient ce personnage avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on peut dire de bien ou de mal sur elle, son livre, etc. Il y a un côté, je trouve, un petit peu, pareil, thriller, presque psychologique. Alors je dis ça sans connaître grand chose du genre et sans en lire beaucoup, mais à mon sens on a vraiment ce personnage qui évolue progressivement dans un milieu dans lequel elle n'est pas forcément à l'aise, avec des décisions avec lesquelles elle n'est pas forcément à l'aise, et on va voir ce que ça va avoir comme impact sur elle aussi au fur et à mesure, et comment sa psychologie va parfois un petit peu se détricoter à la suite de tout ça, et ce que ça va engendrer par la suite, et un côté un petit peu presque fantastique dans une certaine mesure, où il y a plein de passages où elle a du mal à séparer le vrai du faux et le paraître du réel, et probablement tout le stress et tout ce qui est induit aussi par les décisions qu'elle a prises précédemment. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se mêler pour faire que sa psychologie est de plus en plus perturbée dans le récit, et qu'on va suivre ça et son évolution. Et c'était encore une fois étrangement fascinant, un peu malsain, un peu malaisant, mais hyper intéressant. Et en tout cas c'est une lecture qui, encore une fois, ne m'a pas du tout laissée indifférente, que j'ai trouvé très bien construite, très bien menée. J'avais envie de lire la suite, j'avais envie de voir comment allait évoluer ce personnage, et encore une fois si elle allait s'en sortir ou non, parce que c'est un petit peu le cœur du récit. On sait dès le départ, puisqu'elle le dit, qu'il y a un moment où ça va partir en sucette et où tout ce qu'elle a fait va avoir des conséquences, mais on sait pas exactement quand, on sait pas quelles conséquences, et on assiste un petit peu à tout ça progressivement. Et ouais, c'était hyper bien mené, et en termes de suspense, en termes de rythme, très très bien construit. J'ai beaucoup apprécié le livre audio, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié d'une certaine façon le récit également. Je l'ai trouvé très très intéressant. Il n'est pas encore disponible en traduction, mais probablement il va être traduit à un moment donné, parce que RF Coin commence à être pas mal traduit en France. Si jamais, encore une fois, il est plutôt très accessible en VO, puisque c'est du contemporain et qu'il n'y a pas franchement de difficultés dans le style ou dans le vocabulaire. Et le livre audio est également très accessible et très agréable à l'écoute. Et on va finir par un récit beaucoup plus court, avec encore une fois des personnages pas toujours sympathiques. C'est toujours le sous-thème de cette vidéo. Mythologie viking de Neil Gaiman, Odin, Thor, Loki et autres contes aux éditions Pocket, qui m'avait été offert par Lucie à l'occasion de notre swap d'automne, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais très très hâte de lire parce que j'aime beaucoup ce que fait Neil Gaiman de manière générale, et que j'étais très curieuse de voir un petit peu sa patte sur la mythologie viking, que j'affectionne particulièrement, même si je ne la connais pas aussi bien que d'autres, typiquement la mythologie grecque. J'étais très curieuse donc de voir ce que ça pouvait donner dans ce récit, et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Encore une fois, ça se lit très vite, ça se lit tout seul. C'est des petits épisodes en fait de la mythologie viking qui vont être retranscrits et retravaillés par l'auteur, pour lesquels on va garder la substance et les différents événements qui s'y passent et les interventions des personnages, etc. Encore une fois, comme je le disais, c'est pas forcément les personnages que j'ai trouvé les plus attachants. Les dieux nordiques globalement, que ce soit Loki, Thor, Odin ou que sais-je, ne sont pas particulièrement sympathiques et ne prennent pas forcément des décisions extrêmement cool, mais c'était très intéressant de les voir et de voir tous ces mythes se jouer et de comprendre l'origine d'un certain nombre de récits qui se sont inspirés de ces mythes. Typiquement Cœur de sorcière, que j'ai lu fin 2023 et qui pour le coup se base largement sur la mythologie nordique par exemple, mais aussi plein d'autres récits qui y sont rattachés de près ou de loin. C'était absolument passionnant, ça s'est lu extrêmement vite. Encore une fois, la plume de l'auteur est très fluide, très agréable et extrêmement adapté, je trouve, pour ce type de récit et la façon dont il les a narrés. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je vais continuer à me documenter tranquillement sur cette mythologie que, encore une fois, j'affectionne particulièrement. Si vous avez des suggestions en la matière, que ce soit en termes de récits classiques ou en termes de réécriture, je suis toujours très preneuse de vos recommandations. Et en tout cas, si vous n'avez pas découvert la mythologie viking de Neil Gaiman, mais que vous appréciez les mythes nordiques, je vous la recommande chaudement. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps. Je suis toujours très preneuse de vos recommandations, encore une fois. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci énormément pour votre accueil de ma vidéo Point Saga de ce début de semaine. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai passé énormément de temps au montage de cette vidéo et ça me ravit de voir qu'elle vous plaît autant. Donc merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.